Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler assurance vie et plus particulièrement du fonds euro. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi vous devez tout faire pour récupérer votre argent le plus vite possible. Le fonds euro, qu'est-ce que c'est? Ça fait bien longtemps maintenant qu'on ne commercialise plus de contrats monosupport. Maintenant, les nouveaux contrats sont tous multisupports. Et dans un contrat multisupport, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord le fonds euro, dont on va parler aujourd'hui, qui a la particularité d'être à capital garanti. Et on a aussi les unités de compte, avec possibilité de perte en capital. Quand on dit unité de compte, on pense tout de suite aux actions, mais il n'y a pas que des actions, on peut aussi mettre de l'immobilier par exemple. Comment fonctionne le fonds euro? Alors on vient de le dire, il est à capital garanti par l'assureur. Ça c'est assez rare pour être noté. En général c'est l'épargnant qui prend le risque, mais là non, pour l'épargnant, le capital est garanti. Alors ça a une conséquence, comme l'assureur c'est son métier et qu'il est malin, il va investir l'argent qu'on lui confie à des endroits où logiquement le risque est très faible. Et bon an mal an, il y aura 80% d'obligations dans le portefeuille qu'il gère. Par-dessus, l'État se porte garant également, il y a un fonds de garantie des dépôts. On voit que là, logiquement, il n'y a rien qui peut mal se passer. Alors pourquoi le titre de cette vidéo? Pourquoi est-ce que de plus en plus de gens vous incitent à retirer votre argent des fonds en euros, des assurances vie? D'abord, il faut savoir qu'on est dans un contexte de baisse des taux depuis maintenant plusieurs décennies. Au début des années 2000, on était facilement au-dessus de 5% pour les obligations françaises. Et maintenant, si on voit la courbe là, on voit qu'on descend gentiment depuis les années 2000. Et le zéro, il est là en bas. Donc on est en dessous de 0, on est à moins 0,25 actuellement. Donc c'est pas joli joli. On a donc moins 0,25%. À ça, il faut encore enlever les frais de gestion de l'assureur. Et on voit tout de suite qu'on a un problème. Par là-dessus, on a eu droit à la crise sanitaire liée au coronavirus. Et oui, parce que même s'il y a beaucoup d'obligations d'État dans le portefeuille géré par l'assureur, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les obligations corporate, les obligations d'entreprise. Et les entreprises, eh bien, elles ont pris un petit coup derrière les genoux au moment de cette crise sanitaire, et elles sont maintenant moins solides. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Eh bien, les obligations qu'elles émettent sont plus risquées. On voit déjà que 2 des piliers du fonds euro sont vraiment fragilisés. Et enfin, c'était déjà le cas avant, mais la crise sanitaire a mis un bon petit coup d'accélérateur. En 2019, par exemple, la France était considérée comme un pays solvable. Alors, à tort ou à raison. Maintenant, est-ce que la France sera en mesure de rembourser ses dettes? Eh ben, on ne sait pas. On commence à se poser la question. Du coup, les obligations d'État deviennent risquées, elles aussi. Et le problème qui était gros devient très très gros. Avec toutes ces mauvaises nouvelles, comment ça se fait que le système tienne toujours? D'abord, c'est facile, il suffit de baisser les rendements. C'est la solution la plus évidente, sauf que quand on se rapproche de zéro, il faut trouver d'autres petites ficelles. Deuxième point, comme c'est leur métier et qu'ils sont malins, ils ont fait des réserves. Ça fait déjà quelques années que les assureurs mettent de côté une partie du rendement pour soutenir ce qu'ils vont verser aux assurés dans les années de vache maigre qu'ils anticipent. On peut être d'accord avec ça ou pas, moi je ne le suis pas trop à titre personnel. Quand on vous explique que au lieu de vous donner 3%, on vous donne que 2% et que le 1% qui reste on le garde et que c'est pour votre bien, voilà, on peut choisir d'appeler ça du vol par exemple. Et enfin, on va regarder ce qu'on appelle l'inertie des fonds euros. Parce que les obligations, ils ont ce qu'on appelle une maturité, c'est-à-dire qu'une obligation à 10 ans, pendant 10 ans, on rembourse que les intérêts, et au bout de 10 ans, on rembourse le capital en une seule fois. Alors je vous rassure, quand la France rembourse le capital en une seule fois, c'est parce qu'elle a réemprunté derrière, on ne diminue pas la dette. Sur ce graphique, très simplifié, on imagine que le portefeuille de l'assureur est constitué exclusivement d'obligations à 10 ans. Chaque année, les obligations nouvelles de l'année en cours chassent les obligations les plus vieilles, celles qui ont 10 ans, et qui sont donc remboursées par le débiteur, en l'occurrence la France. Alors ça pourrait continuer très longtemps comme ça, sauf que vous voyez en orange, j'ai représenté les taux d'intérêt, et si en 2010 par exemple on était à 5%, là on se rapproche de 2020, et les obligations qu'on achète, elles sont à 0%. Quelles sont les menaces sur ce petit système? Alors on va examiner deux scénarios principaux. Si les taux restent bas, c'est facile, on vient d'en parler, c'est mathématique, l'assurance vie, le fonds en euros, va droit dans le mur. Une fois que vous avez plus le stock des années passées
pour soutenir un petit peu le rendement, vous ne pouvez plus. Et maintenant, on va examiner le cas où les taux remonteraient. Alors, je ne m'explique pas pourquoi est-ce qu'ils pourraient remonter, mais en ce moment, tout peut arriver. Alors, on va regarder ce cas quand même. Si les taux remontent brusquement, vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte qu'un fonds obligataire propose un investissement, capital disponible, capital garanti, et qui vous rapporte par exemple 3% par an. Vous regardez votre contrat d'assurance vie, vous vous rendez compte qu'il vous rapporte 0 depuis 2 ans déjà, et vous vous dites, comme toute personne normalement constituée, je vais retirer mon argent de là où il rapporte rien, pour l'investir là où il rapportera. Est-ce que vous serez le seul à avoir cette idée? Probablement pas. Tout le monde aura la même, et tout le monde voudra donc retirer son argent au même moment. Alors a priori, ça pose pas de problème. Pour récupérer l'argent, il suffit de vendre les obligations. Mais qui voudra acheter une obligation qui rapporte moins 0,5 alors qu'au même moment sont disponibles des obligations qui rapportent 3%? Si le prix est le même, personne. Du coup, les assureurs devront consentir une décote sur les obligations qu'ils vendent et matérialiser une perte en capital. Je vous entends me dire, mais oui, mais le capital était garanti par contrat avec l'assureur. C'est vrai. Du coup, la perte en capital sera supportée par l'assureur sur ses fonds propres. Si peu de personnes demandent à retirer leur argent, l'assureur pourra encaisser. Par contre, si tout le monde veut retirer, on voit qu'une remontée des taux entraînera la faillite immédiate des assureurs. Si les taux restent bas, ça correspond un petit peu à une mort lente du système. Si les taux remontent, ça sera immédiat. Et le fonds de garantie dans tout ça, est-ce que vous savez combien d'argent il y a dedans? C'est un petit peu en dessous de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, on est plutôt sur une belle somme. Alors pour vous et pour moi, oui. Maintenant, il faut mettre ça en rapport avec l'encours global en assurance vie en France. Je vous laisse 2 petites secondes pour imaginer un chiffre. Voilà, j'ai fait la division. Ça veut dire que à chaque fois que vous avez investi 1000 euros, vous êtes couvert par le fonds à hauteur de 1,14 €. Ce chiffre est volontairement un petit peu provocateur, la perte n'atteindra jamais ce niveau-là, mais c'est pour bien montrer à quel point le fonds de garantie est une blague et ne doit absolument pas être pris au sérieux. Cerise sur le gâteau, et non, c'est pas fini. Les fonds propres des assureurs, le fonds de garantie, ça c'est obligatoire, les assureurs doivent avoir des fonds propres suffisamment conséquents pour couvrir une partie des dépôts, ce qui est normal. Mais stocker du cash, pour un assureur, c'est pas rigolo. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent. C'est dommage de laisser dormir de l'argent. Je coupe le suspense, ces braves gens investissent en obligations. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, ce sont les mêmes qu'ils ont achetés dans le cadre du fonds euro. Là, on est sur de la bonne diversification. Alors, pour ceux qui se poseraient encore la question, pourquoi est-ce que c'est si urgent de récupérer ces fonds? Déjà, il faut savoir que vous n'êtes plus les premiers. Je ne sais pas si c'est l'impact du coronavirus ou le fait que les gens commencent à se rendre compte que ça ne peut plus continuer, mais la décollecte a commencé. C'est-à-dire que maintenant, chaque mois, les dépôts sont inférieurs au retrait. Deuxième raison de commencer à bouger maintenant, récupérer son argent, ça prend du temps. Vous le savez déjà si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, l'assureur a jusqu'à 2 mois entre le moment où vous lui communiquez le formulaire et le moment où il doit vous rendre l'argent. J'ai eu de la chance, pour moi ça a pris moins de 15 jours, mais il faut bien être conscient que le jour où vous prenez la décision, ça peut prendre 2 mois, 2 mois et demi avant d'avoir récupéré votre mise. Et pourquoi est-ce que c'est si grave d'attendre finalement? Vous pouvez vous dire, je suis pas à 2 mois près. Eh bien, au gouvernement, là où ils sont malins aussi, ils ont vu le coup venir également, et en 2016, la loi Sapin 2 a été votée. L'article 21 bis, notamment, je vous le fais en cours, si trop de monde veut retirer en même temps, on prendra la décision unilatérale de tout geler pendant 3 mois reconductibles, le temps que les choses se calment. Votre argent est déjà dans un piège, la chance que vous avez, c'est que le piège est encore ouvert, vous pouvez toujours essayer de sortir. Alors, que faire concrètement? La première des possibilités, si vous le jugez opportun, c'est d'effectuer un arbitrage vers des unités de compte. Vous prenez l'argent du fonds en euros et vous ordonnez à l'assureur d'acheter des unités de compte avec. Bien sûr, il y a un risque de perte en capital, que les choses soient claires, mais du point de vue de la loi Sapin 2, c'est moins risqué parce que le risque de perte en capital est déjà inscrit dans le contrat. Donc s'il y a une perte à subir, c'est plus l'assureur qui la subira, c'est vous. Si vous demandez un rachat sur des unités de compte, tout ce que l'assureur a à faire, c'est vendre les actions ou les actifs correspondants au prix du marché à ce moment-là, mais la santé de l'assureur n'est pas en jeu, même si beaucoup de monde demande à retirer en même temps. Si les unités de compte ne vous plaisent pas,
parce que effectivement, là, il y a gravé dans le marbre le risque de perte en capital, vous pouvez demander à reprendre les rênes, ce que j'ai fait à titre personnel, et demander un rachat. Rachat, c'est le mot pour dire retrait. Donc là, il faut être conscient que ça va prendre du temps, hein. C'est important de le faire vite, parce que si vous êtes le dossier du haut de la pile, ça ira bien. Si vous êtes le 50e dossier, bah, ça prendra 2 mois, si c'est toujours possible. Et vous pourrez vous demander alors, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? À titre personnel, je me suis orienté vers les actifs tangibles, qui est l'immobilier, mais également les métaux précieux, et j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, si ça vous intéresse. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Et si vous voulez que je traite un sujet en particulier, faites-le moi savoir en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.